Nul autre chapitre loyal n'a porté avec autant de constance la contradiction fondamentale de l'impérium: préserver l'humain au cœur d'un empire qui l'emploie comme ressource. Les salamanders demeurent dans les registres fragmentaires de Terra et les chroniques carbonisées de Nocturne, comme une lignée d'Astartes façonnée par la chaleur, la perte et la patience des pierres. Leur histoire n'est pas celle d'une ascension, mais d'une endurance méthodique, où la matière et l'esprit se trempent ensemble, comme l'acier plongé dans l'eau sombre. La généalogie de leur semence provient du primarque Vulcane, être dont la mémoire officielle retient la force et la maîtrise de la forge, tandis que les marges annotées évoquent l'ombre plus vaste d'un artisan conçu pour survivre à l'inconcevable. Nocturne, monde à la gravité lourde et aux saisons incendiaires, impose à ses habitants une culture de la réparation et du deuil. Et cette contrainte cosmologique s'est déposée dans le caractère même du chapitre. Les salamanders ne sont pas seulement des guerriers, ils sont des gardiens de pratique, des conservateurs de techniques, des porteurs d'un sens du foyer que l'impérium a presque oublié. Mais la tendresse, dans le 41e millénaire, n'est jamais pure. Elle devient une doctrine, puis une faute aux yeux de ceux qui confondent la survie avec l'abstraction. Les événements de l'hérésie d'Horus ont imprimé sur eux une brûlure historique particulière, car Istvan V n'a pas été seulement une défaite, mais une démonstration de l'entropie morale qui ronge la loyauté. Dès lors, les siècles ont transformé leur fidélité en rituel, leurs pertes en reliques, leur compassion en fardeau. À travers les croisades, les reconstructions, les pénuries génétiques et les renaissances administrées, une même question demeure, tenue sous la cendre. Que reste-t-il d'un serment lorsque l'univers entier travaille à l'user et que la forge, au lieu de créer, ne fait plus que réparer ce qui se défait? Nocturne occupe une position dont les relevés impériaux retiennent surtout l'inconfort. Un monde à forte gravité, soumis à des cycles de violence géologique et à une irradiation qui marque la chair. Pourtant, dans les annotations les plus anciennes, la planète n'est pas décrite comme une simple anomalie hostile, mais comme un dispositif naturel de sélection, une matrice où la survie exige une discipline lente, presque cérémonielle. Les premières colonies humaines, établies à une époque où la mémoire technologique n'était pas encore entièrement recouverte par la superstition, durent apprendre que l'environnement y fonctionnait comme une forge sans artisan. Les éruptions, les tremblements et les tempêtes de feu n'étaient pas des catastrophes isolées, ils formaient une périodicité, une respiration du manteau planétaire. Les habitants nommèrent ces phases de destruction et de renouveau comme on nomme des saisons, intégrant à leur langage l'idée que le monde lui-même impose des échéances. La gravité lourde façonna des corps plus denses, des gestes économes, des os qui semblaient porter l'empreinte d'une pression constante. Les archives médicales relevèrent, sur plusieurs générations, une adaptation progressive, musculature renforcée, tolérance accrue à la chaleur, résilience aux blessures qui, ailleurs, auraient condamné des communautés entières. Mais l'adaptation ne fut pas seulement organique. Elle devint culturelle. Nocturne développa des structures de clans, non par romantisme ancestral, mais par nécessité de transmission. Chaque lignée conservait des savoirs liés à la métallurgie, au travail de la pierre et à la réparation. Dans un monde où les pertes matérielles étaient inévitables, la capacité à reconstruire prit valeur de sacrement. Les outils, les armes et les abris étaient moins des possessions que des héritages à maintenir en vie. Les registres mentionnent aussi les saisons nocturniennes, où les prédateurs xénoformes, désignés plus tard sous le terme de Drake, s'approchaient des zones habitées. Ces créatures, adaptées à la chaleur et à la roche, occupaient une place ambiguë, menace pour les villages, mais également mesure de la compétence des chasseurs et source de matériaux rares. Les peaux, les os et certaines sécrétions étaient intégrées à des pratiques artisanales, suggérant une économie de la rareté, où la frontière entre l'utilitaire et le rituel s'effaçait. Les chants de clans, transmis sans support autre que la mémoire, évoquaient ces cycles comme des épreuves régulières, non comme des guerres. Ce vocabulaire de l'endurance, plus que celui de la conquête, devint l'une des signatures les plus persistantes de Nocturne.
Lorsque l'Imperium prit la planète dans sa cartographie, il en réduisit la complexité à des données, taux de mortalité, viabilité de recrutement, disponibilité minérale, contraintes, logistique. Mais les scribes, les plus attentifs, notèrent un détail qui, dans un autre contexte, aurait pu paraître insignifiant: l'attachement des Nocturniens à leur foyer. Alors même que le monde obligeait à l'exode périodique, les communautés revenaient, rebâtissaient aux mêmes emplacements, réinscrivèrent leur présence sur les mêmes pierres. Cette répétition obstinée constituait une forme de résistance contre l'entropie, une volonté d'inscrire le souvenir dans la matière. Cette planète, avant d'être associée à un chapitre d'Astartes, possédait déjà une logique morale propre, née de la contrainte et du temps long. Elle enseignait que la force n'a de sens que si elle sert à maintenir ce qui peut encore l'être, que la chaleur détruit autant qu'elle purifie, et que la mémoire, pour survivre, doit accepter d'être reprise, retrempée, réassemblée. Ainsi, lorsque les siècles impériaux commencèrent à lier Nocturne au nom de Vulcane, la convergence ne fut pas un hasard administratif, mais la rencontre d'un monde-forge et d'un héritage conçu pour supporter la combustion de l'histoire. Le fragment se referme sur cette évidence silencieuse. Certaines terres préparant leurs fils, bien avant que l'Empire ne leur donne un uniforme, et la cendre y porte déjà la forme des serments à venir. Vulcane apparaît dans les sources comme une anomalie stabilisée, un être dont la présence réorganise l'environnement moral autant que l'environnement matériel. Les récits convergent sur un fait initial. Il fut trouvé sur Nocturne, non comme un conquérant tombé du ciel, mais comme un survivant incorporé à la planète, soumis à ses rythmes et à ses violences périodiques. Les chroniqueurs nocturniens, qui mesuraient la valeur d'un homme à sa capacité de réparer et de protéger, enregistrèrent sa croissance comme on consigne l'émergence d'un outil rare. La gravité, la chaleur et les saisons de feu n'agirent pas sur lui comme de simples contraintes. Elles révélèrent une robustesse qui semblait appartenir à une autre échelle biologique. Les rapports postérieurs de l'Adeptus Terra, plus froid, parlent de densité osseuse et de tolérance tissulaire, mais laissent entre leurs lignes l'idée d'une conception intentionnelle, d'une architecture organique faite pour supporter l'excès. La tradition associe son nom à la forge, mais ce lien ne renvoie pas seulement à la production d'armes. Sur Nocturne, forger signifie maintenir la continuité entre les générations, préserver les conditions d'une vie possible dans un monde qui travaille à l'abolir. Vulcane fut d'abord reconnu comme artisan parce qu'il comprit la logique des matériaux, la fatigue des métaux, les points de rupture, la nécessité de la trempe. Ce savoir n'était pas abstrait, il était une manière de lire le temps, de distinguer ce qui dure de ce qui cède. Les clans l'intégrèrent à leur cercle non par vénération immédiate, mais parce qu'il renforçait la communauté sans l'écraser. Les fragments les plus fiables décrivent une autorité sans ostentation, une gravité calme, une capacité à absorber l'attention sans la réclamer. Une mention récurrente concerne les Drake, non comme trophée, mais comme seuil. Vulcane, en affrontant ces créatures, ne fut pas présenté comme celui qui détruit, mais comme celui qui comprend le danger et le convertit en protection. Les os et les écailles, transformés en protection, devinrent symboles d'une économie morale. Ce qui menace peut être intégré à la survie, à condition d'être maîtrisé avec patience. Cette logique résonne avec la doctrine qui, bien plus tard, serait dite prométhéenne, sans que les sources primitives emploient à moi ce terme. Elle parle plutôt d'un feu intérieur, non pas flamboyant, mais contenu, orienté vers la sauvegarde. Lorsque l'empereur arriva sur Nocturne, l'événement fut enregistré dans une langue qui hésite entre l'observation et la théologie. L'Imperium décrit la retrouvaille d'un primarque comme un acte de restauration d'un ordre naturel. Les chroniqueurs nocturniens, eux, décrivent une séparation. Vulcane fut reconnu comme appartenant à une lignée plus vaste que son monde, et cette reconnaissance impliquait un arrachement. Les documents indiquent qu'il accepta, mais sans effacer ce qu'il avait appris. Les serments qu'il prononça,
furent probablement formulés en termes impériaux. Mais les indices laissent percevoir une continuité. Il emporta Nocturne avec lui comme une méthode, non comme une nostalgie. Les notes de l'Adeptus Mechanicus, fascinés par ses capacités techniques, relèvent une compréhension intuitive des structures énergétiques et des alliages rares, comme si sa pensée avait été préparée à dialoguer avec la matière à un niveau que la plupart des humains ne touchent qu'à travers des schémas sacrés. Dans les comptes rendus de la Grande Croisade, Vulcan est souvent associé à une retenue particulière dans l'emploi de la force. Cette retenue ne fut pas décrite comme faiblesse, mais comme calcul éthique, une manière de limiter l'entropie humaine là où l'impérium, par habitude, la multiplie. Ce trait suscita, selon certains rapports, des incompréhensions parmi d'autres légions, plus enclines à considérer la conformité comme une vertu suffisante. Pourtant, le dossier Vulcan demeure cohérent. Une puissance construite pour endurer, un artisanat élevé au rang de principe, et une préférence constante pour la préservation des vies impériales ordinaires, non par sentimentalisme, mais parce que chaque existence, dans une galaxie exsangue, constitue une réserve de futur. La figure du primarque se fixe ainsi dans une double perspective. Pour l'Imperium, il est un instrument du projet unificateur, une variable stratégique. Pour Nocturne, il est la preuve qu'un monde peut engendrer une morale compatible avec la guerre sans se dissoudre dans le mépris. Ce fragment s'achève sur une tension non résolue. Vulcan, emporté vers les étoiles, ne quitte pas la forge. Il la transporte, et avec elle l'idée que la chaleur, si elle n'est pas guidée, ne produit que des ruines. Les siècles suivants, plus sombres, enregistreront combien cette idée fut difficile à maintenir lorsque l'histoire commença à brûler sans contrôle. La semence génétique des Salamanders fut consignée comme un patrimoine à la fois biologique et doctrinal, l'une de ces transmissions où l'organique n'est jamais séparé des idées qui l'emploient. Les premiers relevés médicaux, établis durant l'organisation de la 18e Légion, soulignent une stabilité globale rare parmi les lignées issues des primarques, mais cette stabilité n'exclut pas des singularités profondes. Les scribes du Mechanicus notèrent des marqueurs phénotypiques persistants, non comme des défauts, mais comme une signature d'adaptation amplifiée. Pigmentation assombrie jusqu'au noir de basalte et irisation oculaire rougeoyante chez de nombreux guerriers, phénomène associé à l'influence conjointe de l'héritage de Vulcan et des conditions radiatives propres à Nocturne. L'Imperium, qui prétend mesurer toute chose, tenta d'enfermer ces traits dans des catégories administratives. Pourtant, la répétition régulière de ces manifestations donna à la Légion une identité visible, presque minérale, comme si la chair elle-même avait été trempée dans la nuit volcanique. Les registres internes de la Légion, plus rares et souvent expurgés, lient cette singularité à un principe de cohésion. La semence n'était pas seulement un mécanisme de reproduction guerrière. Elle servait de lien entre des individus issus de clans différents, incorporant à leur physiologie une mémoire partagée. La transformation en Astarte, qui ailleurs efface souvent l'origine au profit d'une uniformité, conservait chez eux une compatibilité étonnante avec les attaches humaines. Les documents mentionnent, de manière prudente, une tendance marquée à la loyauté interpersonnelle, à la protection de l'infanterie auxiliaire et des populations impériales, comme si la biologie ne faisait pas qu'accroître la force, mais renforçait la capacité à reconnaître l'autre comme partie du même édifice fragile. Cette lecture, toutefois, demeure controversée dans les notes marginales de certains généticiens sacrés. Il est rappelé que l'héritage Astarte est un champ de compromis. La semence impose des organes, des réflexes, des stabilisateurs hormonaux, mais l'environnement modèle les comportements. Or, Nocturne, en exerçant sa pression constante, aurait sélectionné non seulement des corps capables d'endurer, mais des esprits entraînés à mesurer le coût des pertes. Ce qui fut perçu comme compassion dans l'énoncé moral pouvait être, à un niveau plus froid, une stratégie de conservation. Préserver les travailleurs, les artisans, les familles. Car sans eux, il n'existe ni recrutement, ni maintien logistique, ni continuité de la communauté.
Ainsi, le même trait peut être décrit comme vertu ou comme calcul, selon l'angle d'archivage. Les salamanders, à cet égard, devinrent un objet de classification difficile, car leur modèle de guerre semblait tenir compte de variables que l'impérium néglige volontiers: la mémoire locale, la reconstruction, la survie à long terme. Les apothicaires de la 18e Légion consignèrent aussi des données sur la résistance au traumatisme et à la douleur, non comme une insensibilité, mais comme une capacité à maintenir la fonction, malgré la destruction progressive. Les tissus cicatriciels se formaient avec une rapidité notable et la tolérance aux températures extrêmes dépassait souvent les standards observés chez d'autres lignées. Dans la langue du Mechanicus, ces propriétés furent traduites en paramètres: coefficient de régénération, seuil de dégradation thermique, comportement des implants sous irradiation. Dans la langue des clans, elles furent traduites en images: une peau qui ne craint pas la braise, un regard qui porte la couleur du cœur incandescent de la planète. À travers ces descriptions, une inquiétude apparaît en filigrane. Plus l'héritage est singulier, plus il devient vulnérable à l'interprétation inquisitoriale. Les traits visibles, l'attachement aux civils, la persistance d'usage de clans au sein d'une structure impériale standardisée, tout cela pouvait être lu comme déviation. Les dossiers antérieurs à l'hérésie d'Horus montrent déjà une vigilance administrative, non agressive mais constante, comme si l'impérium pressentait que toute différence, même loyale, risque un jour d'être exploitée par la corruption ou la politique. La semence génétique de Vulcan fut ainsi placée sous un double sceau: celui de la sanctification, car elle provenait d'un primarque reconnu, et celui de la surveillance, car elle produisait une identité trop nette pour être ignorée. La 18e Légion, en recevant cette semence, reçut aussi un destin de conservation fragile. Chaque implantation devenait un acte de continuité, chaque néophyte un fragment d'avenir scellé dans une chair qui portait déjà le noir de Nocturne. Ce fragment se termine sur la perception que la biologie, dans l'Impérium, n'est jamais une simple donnée médicale. Elle est une archive vivante, et toute archive, tôt ou tard, attire la convoitise, la peur et l'effacement. La création de la 18e Légion se lit comme une opération d'ingénierie impériale conduite à travers des pénuries, des pertes de données et une confiance forcée dans des procédures devenues liturgie. Les registres les plus anciens attribuent sa constitution aux premières vagues de production des Astartes, lorsque l'impérium naissant cherchait à transformer des ressources humaines disparates en instruments cohérents de réunification. La 18e reçut, comme les autres, une structure numérotée, des cadres d'instruction, des modèles d'armement et l'illusion administrative d'une standardisation possible. Pourtant, dès ses premiers feuillets, la Légion apparaît comme une entité dont la cohésion dépend moins de la quantité que de la qualité de ses liens, comme si la matrice initiale était déjà orientée vers une densité morale particulière. Avant la redécouverte de Vulcan, la 18e Légion dut fonctionner sans l'ancrage que représente un primarque, et cette absence se mesure dans les notes de commandement. Difficulté de recrutement, instabilité doctrinale, taux de perte parfois disproportionnés lors de campagnes où la coordination interlégionnaire exigeait une identité tactique tranchée. L'Impérium, en cette période, acceptait encore l'idée que certaines légions puissent servir de réservoir d'expérimentation, ajustant leurs méthodes jusqu'à trouver une forme durable. Les salamanders d'alors ne portaient pas encore ce nom avec sa charge symbolique. Ils étaient une légion parmi d'autres, dont les unités étaient dispersées, parfois rattachées à des forces plus influentes, soumises à des impératifs qui privilégiaient la vitesse de conquête sur la conservation. Les apothicaires consignèrent cependant une donnée persistante. La semence associée à Vulcan, même en l'absence du primarque, démontrait une compatibilité appréciable avec une diversité de recrues. Cela ne signifiait pas absence de mortalité, car l'implantation Astarte demeure un filtre brutal, mais l'indice de viabilité se maintenait. Dans le langage clinique, cette stabilité était un avantage. Dans le langage politique,
Elle offrait à la 18e une possibilité de croissance au moment où d'autres lignées souffraient de dérives génétiques plus visibles. Ainsi, la Légion survécut à ses débuts, non par éclat, mais par persistance. La redécouverte de Vulcain agit alors comme une correction de trajectoire, comparable à l'alignement d'un instrument dont la dérive aurait été tolérée faute de mieux. Les documents de transition décrivent l'intégration progressive des recrues de Nocturne et l'importation de pratiques qui, ailleurs, auraient été considérées comme des particularismes locaux, structures de clans, rites de transmission artisanale, conception de l'armure et de l'arme comme prolongement d'un devoir de maintenance. La 18e, déjà marquée par la stabilité de sa semence, reçut en plus une matrice culturelle où la guerre n'était pas une fin, mais une contrainte imposée à la protection d'un ordre humain fragile. Cette inflexion apparaît dans les rapports de campagne, préférence pour des engagements à distance contrôlée et pour des méthodes où la chaleur et la lumière, employées avec précision, réduisent l'incertitude plutôt qu'elles ne la multiplient. Les archives, prudentes, notent l'usage récurrent d'armes à fusion, de lance-flammes et de systèmes thermiques, non comme simple goût, mais comme choix doctrinal. La purification par le feu était comprise comme une réduction des vecteurs de contamination, qu'ils soient biologiques, idéologiques ou xénoformes. La Légion adopta progressivement une identité nominale et symbolique. Le terme de salamander, dans les dossiers officiels, est rattaché à la faune mythifiée de Nocturne et à l'imagerie de la résistance au feu. Mais cette image, trop facilement réduite à un emblème, dissimule une logique plus profonde. La salamandre est une créature censée habiter la flamme sans s'y consumer. Métaphore d'une institution appelée à traverser l'incendie de l'histoire impériale, sans perdre entièrement son cœur humain. Les sceaux, les couleurs et les inscriptions qui se fixèrent sur les armures n'étaient pas de simples signes d'appartenance. Ils fonctionnaient comme des mémoires portables, destinés à rappeler à des soldats transhumants l'origine d'une règle intérieure. La création de la 18e Légion, ainsi comprise, ne se réduit pas à une date ou à un décret. Elle correspond à une lente cristallisation entre biologie, environnement et administration. Vulcain, en tant que primarque, fournit une cohérence de commandement, mais il fournit surtout un axe de signification. L'idée que l'arme doit être maîtrisée comme on maîtrise une forge, avec connaissance des températures, des points de rupture et des risques de surchauffe. Les salamanders, dès lors, furent construits pour durer, mais cette durabilité prit la forme d'un fardeau. Car ce qui dure attire l'usure lente des siècles, les soupçons, les exigences, les compromis et la nécessité de maintenir une identité sans cesse menacée de devenir simple iconographie. Ce fragment s'achève sur une constatation silencieuse. L'Imperium peut créer des légions, leur donner des numéros, des doctrines et des arsenaux, mais il ne contrôle pas entièrement ce qui se dépose en elle avec le temps. La 18e, née dans l'atelier colossal de l'unification, commença à apporter, dès ses fondations, un principe qui résisterait aux simplifications futures. Les pages suivantes, plus sombres, montreront comment ce principe fut éprouvé lorsque la loyauté elle-même devint un matériau instable et que la flamme impériale se mit à brûler sans discernement. Les rites de forge et la mémoire du clan ne furent jamais, chez les salamanders, des ornements ajoutés à une machine guerrière. Ils constituèrent une méthode de conservation, un système de stabilisation face à l'érosion propre aux longues guerres de l'Imperium. Les premiers documents qui décrivent ces pratiques à l'intérieur de la 18e Légion, après l'intégration de Nocturne, témoignent d'un glissement subtil. L'armement cesse d'être seulement distribué, il devient confié. L'arme, l'armure, les sceaux de bataille sont traités comme des objets dont la durée engage la responsabilité du porteur et dont l'entretien prend valeur de discipline intérieure. Dans une civilisation où la production industrielle masque souvent la provenance des choses, les salamanders retinrent l'origine matérielle, comme si connaître la naissance d'un outil empêchait de l'employer avec indifférence. Sur Nocturne, la forge est un lieu de survie. Elle répare ce que les saisons de feu brisent, réassemble ce que la roche et le vent dispersent, transforme la rareté en continuité.
Cette logique fut importée dans la Légion sous la forme d'ateliers où le temps n'était pas compté uniquement en campagne, mais en cycles de trempe, de polissage, de recalibrage. Les techmarines, et plus largement les artisans guerriers, y occupèrent une position singulière, intermédiaires entre la liturgie de Mars et l'éthique nocturnienne du soin. Les dossiers de l'Adeptus Mechanicus notent parfois, avec une prudence froide, une tendance des salamanders à personnaliser leur équipement au-delà de ce que la stricte uniformité souhaiterait. Mais ce geste n'était pas une dissidence. Il traduisait l'idée que la responsabilité se fixe mieux lorsqu'elle s'attache à un objet identifiable, porté longtemps, réparé souvent, transmis parfois. La mémoire du clan, quant à elle, introduisit un principe d'indexation humaine au sein d'une institution conçue pour l'anonymat fonctionnel. Les Astartes, ailleurs, sont fréquemment détachés de leurs origines, comme si l'oubli était une condition de la pureté militaire. Chez les salamanders, les liens aux communautés d'origine subsistèrent sous des formes contrôlées, noms de clans conservés, récits de lignées entretenus, devoirs envers les villages et les cités de Nocturne, implicitement reconnus. Les archives laissent entendre que certains frères revenaient, quand les cycles le permettaient, non pour se reposer, mais pour réinscrire leur existence dans le tissu humain qu'ils étaient censés défendre. Cette proximité ne supprimait pas la distance immense entre un Astarte et un mortel. Elle la rendait seulement visible, assumée et donc plus lourde. Le rite prométhéen, tel qu'il se cristallisa, agissait comme une doctrine lente de l'épreuve. Sa logique n'était pas celle de l'exaltation, mais de la transformation par contrainte. La chaleur y était un symbole central, non parce qu'elle détruit, mais parce qu'elle révèle. Elle distingue l'alliage véritable de la matière fragile, l'intention durable de l'impulsion brève. Les exercices, les veilles, les travaux de forge et les méditations codifiées furent décrits comme des procédés analogues à la métallurgie. Appliquer une pression, mesurer la déformation, recommencer jusqu'à obtenir une forme stable. Dans cette perspective, la souffrance n'était pas recherchée, mais acceptée comme variable inévitable d'un univers hostile. Le salamander devait apprendre à ne pas confondre endurance et cruauté, contrôle et mépris. Ces pratiques eurent un effet administratif perceptible. La 18e Légion développa une réputation de fiabilité silencieuse, parfois interprétée comme lenteur, car elle s'accompagnait d'une attention aux conséquences locales des opérations. Les rapports de conformité mentionnent des cas où des commandants salamanders insistèrent pour sécuriser des zones habitées ou pour organiser l'évacuation de travailleurs impériaux avant de poursuivre des objectifs stratégiques. Pour d'autres légions, plus alignées sur une logique de rendement militaire, ce souci pouvait paraître une inefficacité. Pour les salamanders, il s'agissait d'une application directe de la mémoire du clan. Un monde n'est pas un simple point sur une carte. C'est une somme de vies dont la perte ne se remplace pas aisément. Cette pensée, transposée à l'échelle galactique, devenait une forme de résistance à la déshumanisation structurelle de l'Imperium. Le feu, dans ses rites, conserva aussi une dimension métaphysique discrète. Les salamanders n'étaient pas des mystiques, au sens où l'Imperium l'entend, lorsqu'il confond foi et délire. Mais ils reconnaissaient, par expérience, que certains symboles organisent l'esprit mieux que les ordres secs. Le feu représente la frontière entre pureté et contamination, entre maintien et ruine. Il rappelle que tout peut être consumé, y compris la loyauté, si la chaleur n'est pas contenue. Cette conscience rendit leur pratique intensément conservatrice. Conserver l'arme, conserver le frère, conserver l'innocent quand cela demeure possible. Car chaque perte est un pas de plus vers une nuit où la forge ne produira plus que des cendres. Ce fragment se referme sur l'image d'une armure entretenue comme on entretient une lignée, et d'une lignée entretenue comme on entretient une flamme. Dans les siècles à venir, lorsque l'Imperium confondra davantage encore le salut avec l'excès, ces rites apparaîtront à la fois comme un refuge et comme une accusation silencieuse. La mémoire du clan, portée dans des corps transhumains, continuera d'exiger une fidélité à ce qui se brise facilement. Et, sous la pression croissante de l'histoire,
il deviendra plus difficile de distinguer ce qui est forgé pour protéger de ce qui est forgé pour survivre à n'importe quel prix. La Grande Croisade, dans les dossiers impériaux, est présentée comme une restauration de l'unité humaine, mais les fragments les plus sobres la décrivent plutôt comme un processus de compression. Des mondes distincts, porteurs de leurs propres équilibres, furent ramenés dans une même géométrie politique. La 18e Légion y participa comme un instrument parmi d'autres, et pourtant, son passage laisse, dans les archives locales, des traces d'une nature particulière. Les salamanders furent souvent affectés à des théâtres où l'infrastructure était fragile, où la population humaine risquait d'être dissoute par l'effort de conformité, et où l'ennemi n'était pas seulement extérieur, mais aussi constitué par l'effondrement intérieur des sociétés rencontrées. Ces affectations ne relèvent pas toujours d'un choix, mais d'une adéquation. Une légion habituée à la reconstruction, au tri des ruines, à la gestion de la chaleur et de la contamination, devenait utile dans les zones où l'impérium voulait gagner, sans laisser derrière lui un désert improductif. Les rapports tactiques de cette période, souvent rédigés dans un langage d'efficacité, laissent percevoir une constance. La 18e privilégiait des méthodes qui réduisaient l'incertitude biologique. Les armes thermiques, l'emploi contrôlé de la fusion, la préférence pour l'assainissement systématique des zones de combat apparaissent comme une doctrine, non comme une simple tradition. Dans le cadre de la croisade, cette doctrine s'articula à une idée plus vaste. L'ennemi peut se propager. Les salamanders, en traitant certaines formes de résistance ou de contamination xénoforme comme des pathologies, appliquaient une logique quasi clinique à l'échelle d'un continent ou d'une ruche. La guerre devenait alors un acte de désinfection, et la désinfection dans l'impérium possède toujours une dimension morale. La présence de Vulcan, une fois la Légion pleinement réorientée, accentua cette cohérence. Les sources impériales le décrivent comme un commandant stable, doté d'une patience rare, capable de maintenir l'unité d'une force sans la pousser à l'épuisement doctrinal. Mais la patience, dans les annales, n'est jamais neutre. Elle est interprétée tantôt comme sagesse, tantôt comme réticence à l'usage total des moyens disponibles. Dans les correspondances de certains états-majors, on relève une tension discrète, comme si l'impérium, déjà, se méfiait de tout ralentissement. Vulcan, en refusant l'extermination lorsqu'une conformité pouvait être obtenue autrement, introduisait un coût temporel que l'administration impériale jugeait parfois excessif. Pourtant, les relevés de stabilité post-campagne montrent, dans plusieurs cas, des mondes moins sujets à la révolte, des infrastructures moins détruites, des chaînes logistiques plus rapidement restaurées. La conservation chez les salamanders produisait une efficacité différée, difficile à quantifier dans l'instant, mais visible sur plusieurs décennies. Les archives de conformité culturelle mentionnent aussi la manière dont la 18e gérait l'intégration des populations libérées ou conquises. Là où d'autres forces imposaient une rupture brutale, les salamanders, lorsqu'ils en avaient la latitude, maintenaient certains cadres communautaires, encourageant la réparation des cités et la reprise du travail. Les notes associées indiquent des collaborations étroites avec les auxiliaires humains, une attention plus marquée aux pertes civiles, et une volonté de préserver ce que l'impérium désigne froidement comme capacité productive. Mais dans les marges, une autre lecture affleure. Préserver les civils signifie aussi préserver la mémoire humaine de ce qu'elle a été avant l'imposition d'un ordre uniforme. Cette mémoire, si elle n'est pas écrasée, peut devenir un frein aux excès impériaux futurs. Ainsi, sans le formuler, la 18e introduisait une dissidence douce. La conviction que l'unité n'exige pas toujours la réduction totale des singularités. Le contact répété avec des cultures humaines divergentes renforça chez eux une compétence particulière, reconnaître la frontière entre altérité acceptable et corruption irréductible. Cette frontière, dans l'impérium, est souvent décidée par décret. Chez les salamanders, elle fut parfois décidée par observation, par l'examen des conditions de vie, des croyances, des pratiques techniques. Une société qui maintenait encore des formes de solidarité, une capacité à réparer, une orientation vers la survie collective, pouvait être considérée comme récupérable.
Une société livrée à des cultes de destruction, à des pactes avec l'immatérium ou à des pratiques xénoformes invasives, était traitée comme un métal fissuré qu'aucune trempe ne sauvera. L'image de la forge, ici, ne sert pas d'allégorie vague. Elle devient un outil de classification. Cependant, la Grande Croisade fut aussi le temps où l'Imperium accumula des secrets dont la densité finirait par déformer tout l'édifice. Les Salamanders, malgré leur réputation de loyauté, ne furent pas isolés de ces zones d'ombre. Les registres de mission suggèrent des déploiements dans des environnements où la vérité devait être contenue, où l'existence de certaines menaces ne devait pas être diffusée parmi les masses impériales. La 18e, parce qu'elle était jugée disciplinée et peu sujette aux flambées d'orgueil, pouvait servir à nettoyer sans laisser trop de traces. Le feu efface, et l'administration impériale sait l'utiliser comme outil d'archivage négatif. La croisade, pour les Salamanders, fut donc une période de consolidation et d'ambiguïté. Ils bâtirent une réputation de protecteurs, mais cette protection se déployait dans une entreprise de conquête qui, par nature, remplaçait des libertés locales par une obéissance universelle. Ils purifièrent des mondes, mais la purification peut aussi être un masque posé sur des violences nécessaires au projet impérial. L'odeur de la cendre, dans leur chronique, ne provient pas seulement des champs de bataille, elle provient des compromis accumulés, des décisions où l'on choisit ce qui doit être sauvé et ce qui doit être sacrifié pour que l'impérium continue de s'étendre. Ce fragment s'achève sur une impression de stabilité provisoire. La 18e Légion, guidée par Vulcan, paraît avoir trouvé un équilibre entre la force et la retenue, entre l'obéissance et une forme de soin. Mais les archives, avec leur froideur habituelle, laissent déjà transparaître une vérité plus vaste. Toute structure impériale, même la plus patiente, demeure soumise aux fractures de l'immatérium et aux failles de l'âme humaine. La prochaine strate de ce récit portera un nom que les scribes écrivent avec une économie de mots, comme si le simple fait de le développer risquait d'attirer l'écho de la trahison. Istvan V fut enregistré par l'Imperium comme un événement militaire, mais sa persistance dans la mémoire des Salamanders relève d'un autre ordre, plus proche d'une lésion profonde que d'une simple défaite. Les documents officiels décrivent une opération de répression destinée à contenir la dissidence naissante, une convergence de légions loyales et de forces supposées l'être. Pourtant, dans les copies conservées avec précaution, les formulations deviennent hésitantes, comme si la langue administrative ne possédait pas de termes adéquats pour nommer la rupture de confiance à cette échelle. Le site lui-même, monde de poussières et de cendres, fut transformé en un laboratoire involontaire, où la loyauté fut soumise à une température trop élevée pour conserver sa forme. La 18e Légion arriva avec la certitude lourde d'un devoir impérial, neutraliser une menace interne avant qu'elle ne se propage. Vulcan, selon les relevés de commandement, n'y cherchait pas une démonstration, mais une stabilisation. La logique de la forge, appliquée aux politiques, aurait voulu contenir l'incendie, isoler l'impureté, éviter qu'elle n'atteigne le corps entier de l'impérium. Toutefois, Istvan V révéla une réalité plus froide. Lorsqu'une fracture se produit au niveau des primarques et des légions, l'Empire ne dispose plus de métaux assez purs pour réparer la faille sans créer de nouvelles fissures. Les archives décrivent le massacre de la première vague comme une compression brutale des effectifs, mais elles ne parviennent pas à saisir l'aspect métaphysique de la trahison. Être trahi par un ennemi est une donnée ordinaire de la guerre. Être trahi par ceux dont la généalogie, les serments et les symboles étaient censés garantir la cohérence de l'humanité impériale produit une altération durable de la perception. Pour les Salamanders, dont la doctrine accordait un poids rare à la protection du faible et à la conservation des liens, la trahison prit la forme d'un effondrement du cadre moral. La destruction, là, ne fut pas seulement physique. Elle fut aussi un message. La fraternité impériale pouvait être inversée, et l'inversion, une fois réalisée, ne se corrige pas par décret. Les documents relatifs à Vulcan, durant cet épisode, sont parmi les plus fragmentaires. Plusieurs versions existent, souvent contradictoires, comme si la vérité elle-même avait été secouée par les mêmes explosions qui pulvérisèrent les lignes de bataille.
Ce qui demeure constant est la mention de sa survie, non comme une victoire, mais comme une continuité forcée au sein d'un paysage où toute continuité semblait impossible. Les notes apothicarales soulignent l'ampleur des pertes au sein de la 18e. Génétique, armement, cadre, mémoire opérationnelle. À Istvan V, la Légion fut réduite à un état proche de l'extinction fonctionnelle. La semence de Vulcan, auparavant stable, se retrouva soudain menacée non par dérive, mais par raréfaction. Les survivants, selon les rares témoignages conservés, ne revinrent pas immédiatement à une logique de revanche. La réaction décrite ressemble davantage à un retrait intérieur, une phase de refroidissement nécessaire après une surchauffe morale. La 18e, amputée, dut admettre que la guerre civile impériale ne pouvait être comprise avec les réflexes acquis durant la Grande Croisade. Les ennemis n'étaient plus seulement des xénos ou des empires humains séparatistes. Ils étaient des frères, portant des armures semblables, prononçant des serments à la même source avant d'en pervertir le sens. Cette proximité de la trahison introduisit une contamination psychologique que la doctrine prométhéenne tenta de traiter par discipline. Resserrement des rites, intensification des pratiques de forge, réaffirmation de la protection comme identité. Mais la réaffirmation en elle-même signale qu'une certitude a été ébranlée. Les scribes impériaux, lorsqu'ils évoquent Istvan V, emploient parfois une terminologie d'épuration, comme si l'événement avait purgé l'impérium de ses éléments déviants. Cette formulation est trompeuse. Pour les salamanders, la purification ne fut pas accomplie. Elle fut imitée par le feu des traîtres, un feu qui détruit sans discernement et qui laisse derrière lui une matière trop dégradée pour être refondue sans perte. La 18e dut apprendre que le feu peut être sacré ou profane, selon l'intention qui le guide. Ce savoir, autrefois surtout technique, devint un savoir moral, acquis au prix de la chair. Les archives de Nocturne mentionnent, après Istvan, une période où les retours furent plus rares, les visages plus sombres, les silences plus longs. L'attachement au clan, auparavant source de stabilité, prit une coloration de deuil. Les familles des recrues comprirent, même sans connaître les détails, que quelque chose s'était brisé au-delà des frontières de leur monde. Les objets rapportés, fragments d'armure, sceaux noircis, armes réparées plusieurs fois, devinrent des reliques non parce qu'elles glorifiaient, mais parce qu'elles portaient la preuve d'une continuité arrachée à la logique de l'anéantissement. Istvan V fixa aussi une leçon stratégique. La 18e, à l'avenir, se méfierait davantage des certitudes imposées par l'autorité. La loyauté demeura absolue envers l'empereur, mais la confiance envers les structures intermédiaires, envers les alliances de circonstances et les promesses de coordination, fut marquée d'une prudence durable. Cette prudence ne se traduisit pas par isolement total, car un chapitre ne peut survivre seul. Elle se traduisit par une attention accrue à la fiabilité des serments, par une tendance à renforcer la cohésion interne et à réduire les dépendances. Ce fragment se clôt sur une évidence lourde. Istvan V ne fut pas seulement un champ de bataille, mais une forge inversée. Au lieu de produire un métal plus pur, elle produisit des scories de mémoire, des fragments de confiance carbonisés, et une légion qui, pour continuer, dut accepter que le cœur de l'impérium puisse se fissurer. La suite du dossier Vulcan, déjà lacunaire, s'enfonce alors dans un couloir d'incertitude, où la survie du primarque ne signifie pas retour à l'ordre, mais prolongation d'une énigme dont les pages suivantes portent la trace incomplète. L'errance de Vulcan fut classée par l'Imperium comme une suite d'incidents difficilement vérifiables, un ensemble de rapports dont la cohérence se dissout à mesure que l'on s'éloigne des sources de première main. Ce caractère incertain n'est pas seulement la conséquence d'une bureaucratie mutilée par la guerre civile, il tient aussi à la nature du phénomène lui-même. Un primarque dans la pensée impériale est une constante stratégique, un axe autour duquel une légion s'ordonne. Qu'un tel axe devienne mobile, intermittent, parfois absent, produit un vide administratif que les scribes tentent de combler par des hypothèses, des interpolations, des censures.
Les salamanders, eux, conservèrent des fragments plus proches de l'expérience, des traces de présence, des reliques d'itinéraires, une suite d'empreintes dont l'ensemble ressemble moins à une campagne qu'à une dérive à travers les couches du réel. Après Istvan V, Vulcan apparaît dans certains documents comme captif, dans d'autres comme mort, dans d'autres encore comme survivant soumis à une répétition de destruction et de retour. L'aspect le plus troublant, pour un esprit impérial attaché aux causalités mécaniques, réside dans la persistance d'une même assertion périphérique. Vulcan aurait été, d'une manière ou d'une autre, irréductible à l'annulation. Les marges des dossiers inquisitoriaux utilisent un vocabulaire prudent, évoquant des propriétés de régénération extrêmes, des anomalies de continuité, et la possibilité que certaines caractéristiques des primarques dépassent les catégories biologiques connues. Le Mechanicus, lorsqu'il mentionne ces faits, le fait comme on mentionne une donnée impossible, on la consigne, on la scelle, puis on évite d'en tirer des conclusions qui fissureraient le dogme. Cette errance ne fut pas seulement une question de survie individuelle. Elle affecta la 18e Légion devenue exsangue, car l'absence d'un primarque, à ce stade de l'hérésie, signifiait la perte d'un centre de gravité morale. Les salamanders, réduits en nombre, cherchèrent des signes de continuité, et l'errance de Vulcan leur en offrait de paradoxaux. La preuve qu'un être pouvait endurer l'impossible, mais aussi la preuve qu'endurer peut signifier être arraché à tout cadre, même au devoir. Les fragments nocturniens décrivent Vulcan non comme un chef revenu pour rassembler, mais comme une flamme déplacée par des vents immatériels, parfois visibles, parfois occultés, laissant derrière elle une chaleur résiduelle, suffisante pour empêcher l'extinction totale. Certaines sources relient cette période aux artefacts, appelés plus tard les reliques de Vulcan, non comme une chasse glorieuse, mais comme une tentative de retrouver une cohérence perdue. La notion même de relique, dans ce contexte, est ambivalente. Elle sanctifie, mais elle remplace aussi une présence vivante par un objet. Les salamanders commencèrent à traiter certains indices matériels, comme des points d'ancrage, car l'errance du primarque rendait la vérité trop mouvante pour être conservée autrement. Dans les rapports de guerre, on trouve des mentions d'objets récupérés, de forges improvisées, de sceaux rétablis sur des armures endommagées, comme si chaque réparation devenait une manière de dire que Vulcan n'était pas seulement un individu, mais un principe transmissible. Les interactions de Vulcan avec l'Immaterium durant cette période sont suggérées plutôt que décrites. L'Imperium, lorsqu'il touche à ces domaines, préfère la litote à l'aveu. Pourtant, plusieurs recoupements évoquent des environnements où la causalité ordinaire s'affaiblit, trajectoire impossible, temps disloqué, perception altérée. Les salamanders, peu enclins à la spéculation mystique, enregistrèrent ces anomalies avec une sobriété presque scientifique, comme des phénomènes à supporter, non à interpréter. Cette attitude correspond à leur culture de forge, où l'on n'explique pas toujours la chaleur, mais où l'on apprend à la contenir, à la mesurer par ses effets, à survivre à ses excès. Dans cet intervalle, la figure de Vulcan se détache progressivement de l'image simple du primarque artisan. Il devient, dans les documents les plus denses, une variable métaphysique, un être dont l'existence même rappelle que l'impérium repose sur des fondations que ses institutions ne comprennent pas entièrement. Les primarques furent conçus comme des outils de l'empereur, mais certains outils, lorsqu'ils sont soumis à une contrainte extrême, révèlent des propriétés inattendues. Vulcan, par sa résistance, semble avoir porté cette révélation comme un fardeau. Survivre ici n'est pas triompher, c'est continuer à être présent dans un monde où la présence attire la douleur, comme le métal attire la chaleur. L'errance eut aussi pour effet de réorienter la mémoire salamander. Faute de pouvoir s'appuyer sur une narration claire, le chapitre naissant apprit à vivre avec des fragments, à accepter l'incomplétude comme condition de fidélité. Cette disposition à l'archive lacunaire, à la relique partielle, s'inscrivit durablement dans leur manière de consigner les événements. Là où d'autres chercheraient à restaurer une ligne continue, les salamanders apprirent à préserver des morceaux, à les protéger de l'oubli, comme on protège des braises sous la cendre en attendant un souffle favorable.
ce fragment se ferme sur une impression d'instabilité contenue. Vulcan, errant entre les fronts et les zones d'ombre, ne rend pas immédiatement à ses fils une direction univoque. Mais l'idée de son irréductibilité, même déformée par les copies et les censures, agit comme une source de chaleur persistante dans les ruines de la 18e. La suite du dossier, plus institutionnelle, montrera comment cette chaleur fut transformée en doctrine, puis en structure, lorsque la Légion brisée dut renaître sous une forme nouvelle, conforme aux nécessités d'un impérium désormais condamné à l'ère des survivances. La seconde fondation fut une réponse administrative à une catastrophe spirituelle, un effort de recomposition mené avec des instruments comptables au milieu d'une ruine qui excédait toute comptabilité. Les légions, démesurées, portaient en elles la possibilité d'un nouvel effondrement. La solution imposée consista à fractionner, à répartir, à transformer la masse en segments supposés plus contrôlables. Pour les Salamanders, dont la 18e avait déjà été réduite à un noyau douloureux par Istvan V et par la guerre civile, cette restructuration ne fut pas seulement un décret, elle prit la forme d'une survie officialisée, comme si l'Imperium reconnaissait enfin par le langage des institutions la précarité dans laquelle la lignée de Vulcan demeurait. Les archives de transition indiquent que la reconstitution du chapitre Salamander ne fut pas une simple redistribution de compagnies existantes. Il fallut reconstruire des cadres, reconstituer des stocks de semences, restaurer des traditions endommagées et surtout donner un futur à une identité qui avait été menacée d'extinction. Dans ce contexte, le nom même de Salamanders devint un acte de fixation, non plus une désignation de légion, mais le sceau d'une continuité. Le passage de la structure légionnaire à la structure chapitrale accentua des traits déjà présents. Densité des liens internes, importance accrue des rites de forge, centralité de Nocturne comme matrice et comme refuge. Là où d'autres lignées, plus nombreuses, purent ni se disperser sans perdre entièrement leur cohésion, les Salamanders ne disposaient tant pas de cette abondance. Ils durent organiser leur rareté. Les documents apothicaриales, à cette époque, témoignent d'une vigilance presque anxieuse autour de la semence génétique. La question n'était pas tant la mutation que la perte pure. Chaque implantation devenait un acte de conservation stratégique. La moindre dérive, la moindre contamination, le moindre stock détruit par accident ou par raid pouvait avoir des conséquences disproportionnées. Cette fragilité, paradoxalement, renforça le caractère sacral de la lignée. Ce qui est rare devient relique avant même d'être ancien. Dans les cryptes biologiques, les ampoules de semences furent traitées comme des fragments d'une archive vivante et leur protection prit place parmi les devoirs les plus graves du chapitre. La reconstitution se fit également par la mise en forme d'une doctrine qui, jusque-là, avait été portée principalement par la culture légionnaire et par la présence de Vulcan. Or Vulcan, durant la période post-hérétique, n'offrit pas la stabilité attendue. L'Imperium n'avait pas la certitude de son statut, et les Salamanders, malgré les traces conservées, durent apprendre à fonctionner sans l'évidence d'un primarque guide. Cette absence accentua la nécessité de transformer l'héritage en procédure, ce qui, autrefois, était enseigné par un regard et une main d'artisan, fut transcrit en rites, en serments, en cycle de formation. La doctrine prométhéenne se fixa comme un mécanisme de reproduction morale, destiné à éviter que la compassion ne se dissolve dans la fatigue ou ne devienne une faiblesse exploitable. Les archives administratives de la seconde fondation révèlent aussi un compromis. L'Imperium exigeait l'adhésion aux structures nouvelles, mais il toléra, chez certains chapitres, des particularités jugées utiles ou inoffensives. Les Salamanders bénéficièrent de cette marge, sans qu'elle soit jamais explicitement formulée comme privilège. Leur relation avec Nocturne, leur maintien de schémas claniques, leur propension à conserver et réparer leur propre équipement plutôt qu'à dépendre entièrement des flux martiens, furent perçus comme des singularités gérables. Il est probable que la réputation de loyauté éprouvée à Istvan V pesa lourd. Une identité forgée dans le sacrifice, même si elle dérange par sa différence, offre un gage plus solide
qu'une conformité superficielle. La reconstitution matérielle, quant à elle, ne fut ni rapide ni propre. Les arsenaux avaient été saignés, les navires endommagés ou perdus, les stocks dispersés. Le chapitre dut renouer des accords, récupérer des schémas, reconstruire des chaînes d'approvisionnement. Dans cette phase, les salamanders furent contraints de négocier avec l'Adeptus Mechanicus selon une logique complexe, dépendre des mondes forges tout en préservant leur autonomie artisanale. Les rapports indiquent une intensification du rôle des techmarines, non seulement comme techniciens, mais comme diplomates de la matière, capables de traduire la langue rituelle de Mars en exigences nocturniennes de durabilité et de soins. Sur Nocturne, la reconstruction chapitrale s'inscrivit dans le paysage déjà habitué au cycle de destruction. Les cités humaines, intermittentes, virent grandir des structures astartes dont la présence modifiait l'économie locale et la perception du temps. Les habitants savèrent que tout revient à la cendre. Ils apprirent que certains revenants portent une cendre plus ancienne, celle d'Istvan, et qu'ils cherchent à la transformer en continuité. Les salamanders, en s'enracinant ainsi, forgèrent un lien rare entre une force transhumaine et une population dont elle ne se détacha pas entièrement. Ce lien fut parfois regardé avec suspicion par des administrateurs qui préfèrent la distance. Mais il produisit une stabilité. Nocturne n'était pas seulement un monde de recrutement, il devenait une mémoire active, une source de repères. La seconde fondation, pour les salamanders, se conclut donc comme une renaissance sous contrainte. Accepter les cadres imposés par un impérium traumatisé, tout en conservant une manière propre de porter la guerre. Le chapitre reconstitué ne retrouva pas l'ampleur d'une légion, mais il acquit une densité identitaire que la légion, à ses débuts, n'avait pas toujours possédée. Ce fragment se referme sur une institution désormais formée pour durer dans un empire de ruines, portant en elle la conviction silencieuse que l'on ne rebâtit pas en effaçant le passé, mais en le chauffant juste assez pour le remodeler sans qu'il se désagrège. La page suivante s'ouvrira sur la doctrine prométhéenne elle-même, non comme slogan, mais comme architecture mentale destinée à maintenir, au milieu des siècles, une flamme qui ne consume pas tout ce qu'elle éclaire. La doctrine prométhéenne fut fixée comme une réponse à une évidence que l'impérium préfère ignorer. La guerre ne détruit pas seulement les corps, elle dissout les raisons de continuer. Pour les salamanders, qui avaient survécu à l'amputation d'Istvan V et à la recomposition de la seconde fondation, il devint nécessaire de produire une architecture intérieure capable de résister à l'usure morale. Ce corpus ne se présente pas dans les documents comme une philosophie abstraite. Il apparaît sous la forme de rituels, de cycles d'épreuves, d'exigences artisanales et de prescriptions de conduite dont l'ensemble vise à maintenir une relation contrôlée au feu, compris à la fois comme phénomène physique et comme principe symbolique. La prométhéenne, dans son sens le plus strict, associe la maîtrise technique à la maîtrise de soi. Les salamanders considèrent que l'arme n'est pas une extension de la colère, mais un outil dont l'usage engage la valeur du porteur. D'où l'attention obstinée portée à la fabrication, à l'entretien et à la personnalisation de l'équipement. La forge n'est pas seulement un lieu, elle est un procédé mental. En travaillant la matière, le frère apprend à reconnaître les limites, les impuretés, les fractures invisibles. Cette lecture du métal devient une lecture du monde, une société, une garnison, un serment peuvent présenter des micro-fissures qui, sous pression, se transformeront en rupture. La doctrine enseigne donc à observer avant de brûler, à discerner avant de purifier, à orienter la chaleur pour qu'elle transforme plutôt qu'elle n'anéantisse. Le feu prométhéen n'est pas un appel à l'embrasement total. Les textes internes insistent sur la température juste, celle qui permet la trempe, sans liquéfier la forme. Cette image s'applique aux recrues autant qu'au monde défendu. Le néophyte est soumis à des épreuves qui rappellent les saisons nocturniennes, contraintes physiques, travaux prolongés, veille et apprentissage artisanal destiné à ancrer la patience. Il s'agit moins de fabriquer de l'insensibilité que de produire une stabilité fonctionnelle.
La douleur est traitée comme donnée, non comme valeur. Ce qui est recherché, c'est la capacité à demeurer précis au milieu des perturbations, à ne pas convertir la fatigue en brutalité, à ne pas laisser le pouvoir militaire dériver vers la cruauté par simple facilité. La doctrine intègre aussi la place de l'humain ordinaire, non comme décor moral, mais comme élément central du projet impérial tel que les salamanders le comprennent. Les archives de campagne montrent une propension à protéger des populations, à extraire des survivants, à reconstruire des infrastructures, parfois au prix d'un ralentissement opérationnel. La Prométhéenne justifie ses choix par une logique de conservation. L'Imperium est un organisme épuisé dont chaque monde habité représente une fonction. Détruire inutilement, même au nom de la victoire, revient à amputer l'ensemble. Les Salamanders conçoivent ainsi la protection comme une forme de discipline stratégique, et non comme une indulgence. Cette position crée une tension permanente avec d'autres instances impériales, pour lesquelles la perte humaine est une variable acceptable tant que l'objectif est atteint. Dans les marges de certains dossiers inquisitoriaux, cette doctrine est parfois suspectée de tendre vers une affection excessive pour le mortel, comme si l'empathie constituait une brèche. Mais les Salamanders, en la codifiant, cherchent précisément à éviter qu'elle ne devienne faiblesse. La compassion n'est pas spontanée. Elle est réglementée, intégrée à une structure. Elle doit être portée sans aveuglement, car l'univers impérial est saturé de leurres, de cultes et de contamination. Ainsi, la Prométhéenne ne nie pas la nécessité de la purification, elle en déplace le sens. Purifier n'est pas effacer tout ce qui est différent, mais réduire ce qui est corrupteur, ce qui empêche le monde de continuer à vivre. Cette distinction est fragile, et la doctrine la maintient par des rappels incessants, comme on maintient un feu à une intensité stable. Les rites associés aux artefacts de Vulcain, bien que souvent traités comme reliques ultérieures, s'insèrent aussi dans cette architecture. Ils rappellent que l'héritage du primarque n'est pas seulement génétique, mais technique et moral. Les Salamanders entretiennent l'idée que certaines œuvres de Vulcain furent conçues pour être retrouvées et utilisées lorsque le temps viendrait, non comme des talismans, mais comme des instruments de continuité. Qu'elles existent réellement ou qu'elles soient, en partie, des constructions destinées à organiser l'espérance, leur fonction doctrinale demeure. Créer une orientation dans un futur où l'impérium offre surtout des ruines. Le feu, enfin, se lie à une dimension métaphysique que les Salamanders traitent avec prudence. Ils reconnaissent implicitement que l'immatérium réagit aux émotions, que la haine et le désespoir nourrissent des forces qui se propagent. La Prométhéenne, en exigeant le contrôle, cherche à limiter cette émission psychique, à empêcher que la violence nécessaire ne devienne une offrande involontaire. Cette approche ne se formule pas comme un traité sur le warp. Elle se manifeste par la retenue, par l'effort d'éviter la gratuité. Là où la barbarie attire la barbarie, la discipline peut, parfois, réduire l'amplitude de l'écho. Ce fragment se clôt sur l'idée que la doctrine prométhéenne est une technologie de l'âme, élaborée par un chapitre qui a compris que la survie impériale dépend autant de ce qui est épargné que de ce qui est détruit. Elle maintient une flamme utile au lieu d'un incendie, et cette distinction, dans le 41e millénaire, constitue déjà une forme de rareté. La page suivante s'ouvrira sur des objets concrets, des reliques et des absences, car toute doctrine, à terme, cherche à se cristalliser dans la matière afin de résister à l'oubli. Les artefacts perdus associés à Vulcain furent consignés dans les archives comme des objets, mais leur véritable nature, telle qu'elle transparaît dans les dossiers Salamander, relève d'une fonction: maintenir une continuité lorsque la présence du primarque ne peut plus servir de centre. À partir de la recomposition chapitrale, l'idée des reliques de Vulcain se fixa progressivement, non comme une simple collection d'armes anciennes, mais comme une grammaire matérielle destinée à préserver l'identité au milieu d'un impérium où les symboles remplacent souvent les certitudes. Les Salamanders, dont la mémoire fut mutilée par l'hérésie, trouvèrent dans ces artefacts une manière d'organiser l'incomplétude. Chaque pièce manquante devenait une preuve que l'histoire n'était pas close, et chaque pièce retrouvée
une preuve que la cendre peut encore contenir des braises. Les sources divergent sur la liste exacte et sur l'origine précise de ces objets. Cette divergence est elle-même instructive. Dans un empire où la copie et la falsification sont des pratiques courantes, l'authenticité ne se mesure pas toujours par une chaîne de possession intacte, mais par la persistance des effets. Un artefact reconnu agit sur les rites, sur le comportement, sur la cohésion. Les documents internes du chapitre décrivent les reliques comme des œuvres de Vulcan disséminées intentionnellement, pensées pour être récupérées lorsque les Salamanders auraient besoin d'un rappel tangible de leur héritage. Cette intention, qu'elle soit historiquement exacte ou amplifiée par la tradition, sert de cadre. Le chapitre se projette dans un futur où il faudra chercher, reconstituer, assembler, comme on assemble une armure à partir de fragments rescapés. Le Mechanicus, lorsqu'il intervient dans ces dossiers, adopte un ton caractéristique, mélange de révérence et de convoitise méthodique. Les notes de certains magis mentionnent des alliages non standards, des gravures dont la géométrie excède les schémas habituels, des mécanismes thermiques d'une stabilité remarquable. Ces descriptions, volontairement incomplètes, suggèrent une maîtrise de la matière que les Salamanders attribuent aux primarques artisans, tandis que Mars y voit la trace d'une science antérieure à sa propre orthodoxie. La relation entre le chapitre et l'Adeptus Mechanicus autour de ces artefacts est donc structurellement instable. Les Salamanders veulent les garder comme héritage vivant. Les mondes forges voudraient les disséquer pour en extraire des vérités reproductibles, tout en affirmant que la reproduction demeure impossible sans bénédiction rituelle. Dans les archives Salamander, l'importance de ces reliques ne se réduit pas à leur puissance. Elles sont traitées comme des points d'ancrage pour la doctrine prométhéenne. Les cérémonies qui les entourent insistent sur la responsabilité du porteur, sur l'idée qu'un outil conçu par Vulcan exige une température morale compatible. Une main instable transforme un instrument de protection en instrument d'excès. Ainsi, l'accès aux reliques est strictement encadré, non par esprit de secret, mais par crainte de l'indignité. Dans un chapitre qui valorise la réparation et l'entretien, porter une relique implique aussi la capacité de la maintenir, de la comprendre, de la rendre au silence de la forge lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Les récits de récupération, lorsqu'ils apparaissent, sont souvent expurgés de leurs détails tactiques. Ce silence n'est pas seulement une censure, il correspond à un refus implicite de transformer la quête en spectacle. Ce que les archives retiennent, ce sont les conséquences, un chapitre renforcé par un symbole retrouvé, une fraternité rassemblée autour d'une œuvre qui a traversé les siècles, une orientation renouvelée dans une époque où les repères se dissolvent. Dans certaines entrées, la relique agit presque comme un dispositif de mémoire. Elle rappelle des noms, des serments, des gestes artisanaux, comme si la matière conservait une empreinte de l'intention de son créateur. Les Salamanders, habitués à lire la chaleur dans le métal, lisent aussi la fidélité dans les cicatrices de l'objet. La notion de perte demeure centrale. Plusieurs reliques sont mentionnées comme absentes, localisées seulement par hypothèse, rumeur, indice, contradictoire. Cette absence structure la psychologie du chapitre. Le futur est envisagé comme une recherche permanente, une reconstruction jamais achevée. Cela correspond à leur relation à Nocturne, monde où l'on rebâtit sans cesse sur des ruines. L'artefact perdu devient analogue à la cité détruite. Il faut accepter qu'il manque, tout en refusant d'admettre qu'il est irrécupérable. Cette posture produit une endurance particulière, mais elle entretient aussi un deuil prolongé, car ce qui est cherché rappelle constamment ce qui a été arraché. Dans les couches plus sombres des archives, on trouve la trace de la suspicion inquisitoriale. Tout objet ancien, tout mécanisme dont la provenance n'est pas parfaitement documentée, peut être suspecté de contamination, de pacte, de technologie interdite. Les Salamanders répondent à cette suspicion par une logique prométhéenne, la purification par le feu, la vérification par l'usage contrôlé, la sanctification par le rituel. Mais la tension demeure, car l'Inquisition n'a pas pour fonction de comprendre.
Elle a pour fonction de prévenir, et prévenir signifie souvent interdire. Ainsi, chaque relique retrouvée n'est pas seulement un gain moral, mais un nouveau point de friction avec les gardiens de l'orthodoxie. Ce fragment se referme sur l'idée que les reliques de Vulcanes sont moins des trésors que des instruments de continuité dans un empire de discontinuité. Elles forment une cartographie symbolique, une série de coordonnées matérielles permettant au chapitre de ne pas se dissoudre dans les siècles. La prochaine strate du dossier se déplacera vers Nocturne elle-même, non comme origine, mais comme théâtre récurrent d'épreuves. Un monde dont les cycles de destruction continuent d'exiger des salamanders une fidélité qui n'est jamais abstraite, car elle se mesure en pierres brûlantes, en familles déplacées et en reconstruction inlassable. Les guerres de Nocturne ne se présentent pas dans les annales comme une campagne unique, mais comme une récurrence, un phénomène cyclique dont la planète fournit à la fois la cause et le langage. Les archives impériales réduisent souvent ces épisodes à des incidents de sécurité, incursions xénoformes, raids de pirates, perturbations liées aux anomalies du système. Les chroniques nocturniennes, elles, les consignent comme des saisons supplémentaires, venues s'ajouter aux saisons de feu, à la violence tectonique et aux migrations imposées. Ainsi, la défense de Nocturne n'est jamais détachée de la géologie. Les salamanders y combattent dans un environnement où la roche elle-même bouge, où l'air est parfois saturé de cendres, où la chaleur n'est pas un effet de la guerre, mais une condition préalable, et où la survie exige de distinguer ce qui menace de ce qui éprouve. La planète impose une logistique particulière. Les rapports du chapitre évoquent des déplacements contraints par les cycles volcaniques, des zones de recrutement rendues inaccessibles, des cités humaines périodiquement menacées par les temps de tribulation, durant lesquels la surface devient, par endroits, inhabitable. Dans ce cadre, les salamanders ne peuvent pas considérer les civils comme une arrière-zone stable. Les communautés nocturniennes sont, par nature, nomades par intermittence, habituées à emporter leurs outils, leurs archives orales, leurs morts parfois. La guerre, lorsqu'elle survient, s'insère dans cette mobilité forcée. Protéger Nocturne signifie donc protéger des flux, des routes de refuge, des lieux de reconstruction, des réserves de matériaux, des forges humaines aussi essentielles que les sanctuaires Astartes. Les menaces qui reviennent le plus fréquemment dans les dossiers sont celles qui exploitent précisément cette fragilité structurelle. Les raids, qu'ils soient d'origine humaine renégate ou xénoforme, cherchent moins à conquérir qu'à prélever. Captifs, ressources, reliques ou simple désorganisation. Dans un monde où la reconstruction est déjà une occupation permanente, la désorganisation devient une arme. Les salamanders répondent à cela par une méthode qui ressemble à une ingénierie de résilience. Réparer vite, renforcer les points de rupture, empêcher l'ennemi de transformer un dommage local en effondrement systémique. Cette approche, décrite par les officiers du chapitre, utilise le vocabulaire des matériaux. Fissures, fatigue, contraintes, trempes. La planète devient un ouvrage à maintenir, et chaque ville, une pièce qu'il faut empêcher de se fracturer. Nocturne abrite également, selon plusieurs sources, une faune et des formes de vie adaptées à des températures et à des pressions qui rendent les catégories impériales approximatives. Les Drakes, évoqués dès les temps pré-impériaux, demeurent présents dans les récits, parfois comme menaces, parfois comme épreuves. Les Salamanders entretiennent un rapport ambigu à ces créatures. Elles rappellent la violence native du monde, et donc la nécessité de rester humble face à une force qui n'est pas politique. Dans certains fragments, la chasse rituelle aux Drake est décrite comme une manière de maintenir le lien avec la planète, de rappeler que le chapitre, malgré sa puissance, est issu d'une humanité contrainte. Mais l'archive souligne aussi le danger d'une telle ritualisation. L'épreuve peut glisser vers la vanité si elle n'est pas continuellement ramenée à sa fonction de discipline. Les guerres de Nocturne révèlent, plus encore qu'ailleurs, la singularité salamander, l'absence de séparation nette entre la forteresse et le foyer.
Les Astartes du chapitre demeurent proches des cités et des clans, non dans un sens sentimental, mais par intégration structurelle. Les ateliers humains participent à la réparation des infrastructures. Les artisans Astartes transmettent, parfois, des techniques ou des matériaux. Cette proximité accroît la capacité de reconstruction, mais elle augmente aussi la douleur des pertes, car elles sont vues, nommées, reliées à des visages. Les dossiers médicaux et les relevés d'évacuation contiennent une précision inhabituelle sur les civils, signe d'une attention que l'administration impériale juge souvent superflue. Ici, elle devient doctrine appliquée. À plusieurs reprises, les archives mentionnent des crises où la menace externe coïncide avec un temps de tribulation, comme si l'ennemi attendait que la planète soit déjà en tension pour frapper. Ces coïncidences renforcent chez les salamanders une vision du monde comme ensemble de contraintes superposées. L'adversaire n'est pas seul, l'environnement est un second ennemi, parfois plus constant, d'où l'importance du feu comme outil et comme risque. Employer des armes thermiques sur Nocturne exige une discipline accrue, car la planète offre déjà l'incendie. La doctrine prométhéenne insiste alors sur la précision, sur la limitation des débordements, sur l'idée que le feu doit être utilisé comme scalpel et non comme vague. Les guerres répétées ont également un effet sur la semence et le recrutement. Les cycles de destruction peuvent réduire le nombre de candidats disponibles, disperser les clans, interrompre les rites de sélection. Les Salamanders compensent par une patience institutionnelle. Accepter de recruter moins plutôt que d'abaisser les critères au point de compromettre la cohésion. Cette lenteur apparente est, dans leurs archives, une forme de fidélité à long terme. Elle renforce la rareté du chapitre, mais protège sa stabilité. Dans l'Imperium, où l'urgence est souvent érigée en vertu, cette position demeure difficile à maintenir. Ce fragment se referme sur Nocturne comme une forge vivante, non seulement du métal, mais des comportements. Les guerres qui s'y répètent n'enseignent pas la conquête. Elles enseignent la continuité sous contrainte, l'art de préserver un foyer dans un monde qui ne cesse de le menacer. La page suivante déplacera le regard vers l'extérieur, vers les institutions impériales qui observent cette singularité avec méfiance, car tout ce qui résiste à la standardisation attire, tôt ou tard, l'attention des gardiens de l'orthodoxie, et l'ombre inquisitoriale sait se poser même sur les flammes les plus loyales. L'ombre de l'inquisition sur la flamme ne se manifeste pas chez les salamanders par une accusation ouverte et durable, mais par une surveillance récurrente, une suite de vérifications dont la fréquence signale moins un soupçon précis qu'une inquiétude structurelle. L'Inquisition n'a pas besoin de preuves pour se pencher sur un objet, il lui suffit d'une singularité. Or, les salamanders en portent plusieurs à la fois, phénotypes marqués, attachement inhabituel aux populations civiles, maintien de schémas claniques, culte de reliques attribuées à un primarque dont la présence historique demeure lacunaire, et usage doctrinal du feu dans un impérium où le feu est aussi l'outil privilégié des purges. Tout cela forme un profil qui, sans être hérétique, est suffisamment distinct pour attirer l'attention des archives inquisitoriales, toujours enclines à considérer la différence comme un terrain de dérive possible. Les dossiers disponibles laissent entrevoir un mode opératoire, des interrogations formelles à l'issue de campagnes, des inspections de stocks biologiques, des audits de conformité liturgique menés en collaboration contrainte avec l'Adeptus Mechanicus, et la présence ponctuelle d'observateurs attachés à des ordos différents selon la nature des menaces rencontrées. Ce contrôle ne vise pas seulement les salamanders, il s'applique à l'ensemble des chapitres, mais chez eux, il prend une nuance particulière, car leur culture valorise une proximité avec l'humain qui peut être interprétée, dans certains cercles, comme une fragilisation de la séparation nécessaire entre l'Astarte et le mortel. L'Inquisition, dont la fonction est de prévenir l'infiltration du chaos, redoute ce qui accroît les interfaces, famille, clan, communauté. Plus un guerrier possède de liens, plus il possède de points susceptibles d'être exploités, et plus il devient difficile d'affirmer qu'il est une arme pure. La question des reliques de Vulcane, en particulier, constitue un foyer de tension. Tout artefact ancien
attire une double convoitise, celle de Mars, qui désire l'étudier, et celle de l'Inquisition, qui désire s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un vecteur de corruption. Les salamanders, en refusant de réduire ces reliques à des objets de laboratoire, s'exposent à une lecture politique, dissimulation, obstination, attachement excessif à une tradition. Les archives inquisitoriales emploient parfois un langage glacial de gestion du risque, comme si l'héritage du primarque devait être traité comme une substance potentiellement instable. L'ambiguïté est renforcée par le fait que l'Imperium, tout en vénérant officiellement les primarques loyaux, craint les zones de leur histoire qui échappent à la narration contrôlée. Vulcan est précisément associé à des lacunes, à des errances, à des récits de survie qui frôlent l'impossible. La possibilité même de l'impossible est, pour l'Inquisition, un signal. Cette surveillance produit des effets internes. Les salamanders, par doctrine, acceptent la discipline et leur loyauté envers l'empereur est profondément inscrite. Mais l'expérience d'Istvan Sif a laissé une cicatrice de confiance. L'autorité peut se renverser, la fraternité peut être une façade, la procédure peut servir la trahison. Par conséquent, face à l'Inquisition, le chapitre développe une prudence de forge, répondre sans offrir trop, coopérer sans se livrer, maintenir une transparence suffisante pour éviter la sanction, tout en protégeant ses secrets essentiels. Ces secrets ne sont pas nécessairement des crimes, ils sont souvent des fragilités. La rareté des stocks de semences, les protocoles de recrutement nocturnien, certaines coutumes claniques, ou des fragments de données concernant Vulcan, constituent des éléments que le chapitre juge trop sensibles pour être interprétés par des yeux étrangers, surtout lorsqu'ils appartiennent à une institution dont la logique est l'anticipation punitive. L'ombre inquisitoriale se manifeste aussi dans la manière dont certaines campagnes sont consignées. Les salamanders ont tendance à archiver des détails humains que d'autres omettent. Liste de survivants, tracés d'évacuation, reconstruction d'habitat. Cette précision, louable sur le plan moral, peut devenir un matériau d'enquête, car elle révèle des priorités. L'Inquisition, attentive aux indices d'hétérodoxie, peut lire dans ses priorités une divergence doctrinale. Préférer sauver plutôt que purifier. Or, dans l'Imperium, la frontière entre salut et faiblesse est continuellement redessinée par la peur. Les salamanders, en maintenant une protection active des civils, s'exposent donc à une lecture qui associe empathie et vulnérabilité psychique, vulnérabilité et tentation chaotique. Même si cette chaîne logique est discutable, elle structure une part de la mentalité inquisitoriale. Les interactions les plus délicates apparaissent lorsque des menaces immatérielles sont impliquées. Lorsqu'une contamination du warp est suspectée, la réponse inquisitoriale privilégie l'isolement et l'élimination. Les salamanders, fidèles à leur doctrine, cherchent d'abord à contenir et à préserver ce qui peut l'être. Cette différence n'implique pas désobéissance, mais elle crée des frictions. Délai dans l'exécution d'ordres, débats de compétences, exigences de preuves, querelles de juridiction. Dans les archives, ces frictions sont rarement décrites frontalement, car elles touchent à l'autorité sacrée. Elles sont visibles par leurs symptômes, communications interrompues, sauts de censure, annexes manquantes, rapports redondants dont la répétition trahit une insistance. Nocturne elle-même attire le regard. Un monde de recrutement aussi singulier, associé à des traits physiques marqués, devient un objet d'étude. L'Inquisition peut craindre des influences xénoformes, des irradiations produisant des déviations, ou des cultes locaux dérivant vers des pratiques non conformes. Les salamanders maintiennent que la planète, avec ses saisons de feu et ses dracs, forge une humanité résiliente sans la dévoyer. L'Inquisition, elle, sait que toute résilience peut basculer en exception, et que l'exception, dans l'histoire impériale, a souvent précédé la chute. Ainsi, même sans accusation, la surveillance persiste, comme une cendre froide déposée sur la flamme. Ce fragment se conclut sur une tension durable. Les salamanders demeurent loyalistes, mais leur manière d'être loyaliste ne correspond pas entièrement à l'idéal inquisitorial d'une arme dépourvue de lien.
Ils protègent, réparent, se souviennent. Et ces actes, dans un empire fondé sur l'oubli utile, ressemblent parfois à une dissidence silencieuse. La page suivante s'ouvrira sur une obscurité plus vaste encore, lorsque la galaxie elle-même se fissurera sous l'effet de la cicatrix maledictum, et que les doctrines anciennes devront prouver leur valeur non face à des tribunaux, mais face à une nuit élargie où les repères, même impériaux, perdent leur stabilité. La cicatrix maledictum ne fut pas seulement une fracture dans la cartographie impériale, elle fut une altération des conditions mêmes de la mémoire. Les relevés astropathiques, devenus plus erratiques, et les instruments de navigation, soumis à des écarts imprévisibles, contraignirent l'impérium à admettre ce qu'il avait toujours su sans le formuler. La réalité matérielle dépend d'un équilibre fragile avec l'immatérium, et cet équilibre peut se rompre. Lorsque la grande cicatrice s'ouvrit, séparant des régions entières de l'autorité et de la lumière de l'astronomican, l'histoire cessa d'être une continuité bureaucratique pour redevenir un ensemble de récits isolés, soumis à la perte, à la déformation et au silence. Dans un tel contexte, les salamanders furent confrontés à une épreuve qui ne ressemblait pas aux guerres de Nocturne, mais qui emportait la même logique: survivre à un cycle de destruction, puis reconstruire malgré l'absence de garantie. Pour un chapitre dont la doctrine est orientée vers la protection et la réparation, la nuit élargie imposa une contradiction aiguë. Là où l'impérium pouvait autrefois compter sur des chaînes logistiques, sur des itinéraires de renfort, sur des liaisons d'ordre et de confirmation, la cicatrix introduisit une intermittence brutale. Des mondes tombèrent hors réseau, des appels cessèrent, des routes devinrent impraticables sans risque d'égarement ou de contamination. Le feu prométhéen, conçu pour être maîtrisé, se retrouva placé devant une forme de feu cosmique, celui du warp dilaté, qui ne répond pas aux mesures humaines. Les salamanders durent apprendre à appliquer leur discipline à un phénomène dont la température ne se laisse pas régler. Les archives du chapitre indiquent une intensification des missions de secours et de stabilisation, non par choix idéologique seul, mais parce que le tissu impérial se déchirait. La protection des civils, déjà centrale, devint une nécessité stratégique. Un monde privé de ravitaillement et de communication bascule rapidement vers la famine, la guerre interne ou l'adoration de forces interdites. Dans les zones assombries, l'immatérium offre des réponses immédiates à des populations abandonnées. Les salamanders, en intervenant, ne luttaient pas seulement contre des ennemis identifiables, mais contre l'entropie sociale, contre la tentation d'un ordre alternatif. Les rapports de campagne évoquent des cités reconstruites sous menace constante, des lignes d'évacuation maintenues au prix d'efforts prolongés, et des opérations dont le succès se mesure moins par la destruction de l'adversaire que par la restauration d'une normalité minimale. La cicatrix accentua aussi les tensions déjà existantes avec les institutions impériales. Lorsque l'autorité centrale s'affaiblit, les instances locales deviennent plus brutales pour compenser. Les gouverneurs, les prélats, certains représentants de l'Adeptus Terra exigèrent des résultats immédiats, des purges rapides, des démonstrations d'ordre. La doctrine Salamander, fondée sur l'économie des pertes et la reconstruction, entrait plus fréquemment en friction avec ces demandes. Dans un empire fragmenté, l'empathie peut être perçue comme une lenteur intolérable. Les Salamanders durent alors renforcer leur propre cohésion doctrinale, car le risque n'était pas seulement la corruption du warp, mais l'érosion interne. Céder à l'urgence, employer le feu comme solution finale, et perdre ainsi la distinction qui les maintenait. La transformation de l'impérium, durant cette période, fut également marquée par l'introduction de nouveaux schémas de renforcement des Astartes. Les documents impériaux, lorsqu'ils évoquent ces apports, insistent sur la restauration de la capacité de guerre. Les Salamanders, eux, les interprétèrent aussi comme une question de continuité génétique et morale. La rareté du chapitre, longtemps portée comme fardeau, devait être compensée sans dissoudre l'identité. Les entrées de registre suggèrent des efforts pour intégrer ces renforcements, en les soumettant aux mêmes rites de forge, aux mêmes exigences de patience, afin d'éviter que l'augmentation des effectifs
ne produisent une dilution de la culture. Dans un monde où l'impérium cherche souvent à résoudre la crise par l'accumulation, les Salamanders continuèrent d'insister sur la qualité de la trempe. Nocturne, quant à elle, demeura un point fixe relatif, mais un point fixe dans une galaxie dont les repères s'étaient déplacés. Les cycles de tribulation continuèrent, indifférents à la cicatrix, rappelant que la planète n'a jamais eu besoin du warp pour imposer son épreuve. Pourtant, l'isolement potentiel, les difficultés de navigation et la raréfaction de certaines ressources amplifièrent la pression. Les Salamanders durent protéger non seulement la population, mais la possibilité même de recruter, de maintenir les forges, de préserver les stocks biologiques. La défense de Nocturne devint, plus explicitement encore, une défense de futur. Sans ce monde, le chapitre ne survivrait pas. Sans le chapitre, une forme particulière de loyauté impériale s'éteindrait. La nuit élargie modifia aussi la manière de se souvenir. Les archives mentionnent des pertes de données, des messages arrivant des mois ou des années après les événements, des contradictions impossibles à résoudre. Dans cette instabilité, les Salamanders revinrent à une méthode ancienne. Inscrire la mémoire dans la matière. Armes gravées, plaques votives, sceaux de forge, transmission orale encadrée, tout ce qui peut survivre à l'interruption des réseaux fut privilégié. La doctrine prométhéenne, déjà orientée vers la forge, trouva là une justification supplémentaire. La matière est un support de vérité quand la lumière astrale vacille. Ce fragment se referme sur une perception de bascule. La cicatrix maledictum élargit la nuit, mais elle révéla aussi, par contraste, la nature de certaines flammes. Les Salamanders, contraints de secourir au milieu d'un impérium disloqué, confirmèrent leur vocation, tout en découvrant que la protection devient plus difficile lorsque le monde entier ressemble à Nocturne, instable, brûlant, soumis à des saisons de ruines. La prochaine et dernière strate de ce dossier ramènera le regard vers l'héritage, non comme gloire, mais comme poids transmis, car dans la longue obscurité du 41e millénaire, un chapitre ne se mesure pas seulement à ses victoires, mais à ce qu'il refuse de laisser mourir. L'héritage des Salamanders ne se conserve pas dans une grandeur proclamée, mais dans une continuité difficile, maintenue contre la logique dominante d'un impérium qui préfère compter les mondes plutôt que les vies. À l'échelle des siècles, leur histoire apparaît comme une série de réparations successives. Réparer une légion brisée, réparer une mémoire lacunaire, réparer des cités humaines réduites aux cendres, réparer même l'idée de loyauté lorsque la trahison a montré qu'elle pouvait se retourner. Ce qui persiste, dans les archives, n'est pas un récit d'expansion, mais une inertie morale, une résistance au glissement qui transforme la nécessité militaire en indifférence. Le premier noyau de cet héritage demeure Nocturne, non comme simple monde natal, mais comme matrice de perception. La planète a appris aux Salamanders que toute structure finit par céder si elle n'est pas entretenue, et que l'entretien exige de revenir, de regarder ce qui a brûlé, de reprendre sans honte. Cette leçon, importée dans le chapitre, explique leur rapport au matériel comme au vivant. Une arme entretenue n'est pas une vanité artisanale, mais une déclaration de responsabilité. Ce qui est confié doit durer plus longtemps que l'instant. De même, l'attention portée aux populations impériales n'est pas seulement compassion, elle est la reconnaissance que la guerre sans reconstruction produit un empire creux, incapable d'alimenter ses propres défenses. Vulcan, absent et pourtant central, demeure la seconde colonne de cet héritage. Son rôle n'est pas seulement d'avoir donné une semence génétique stable, mais d'avoir fourni une image de la force orientée vers la protection. Les Salamanders ont transformé cette image en doctrine prométhéenne, c'est-à-dire en procédure transmissible. Ainsi, même lorsque le primarque se dérobe à la chronologie, son empreinte persiste sous forme de gestes. Forger, réparer, contenir le feu, mesurer la contrainte. Les reliques de Vulcan, qu'elles soient authentifiées ou mythifiées, prolongent cette fonction. Elles sont moins des preuves que des instruments d'orientation, des points fixes dans un monde où les points fixes s'effacent.
l'héritage Salamander se distingue aussi par une relation particulière aux mortels. Dans les annales de nombreux chapitres, l'humain ordinaire apparaît comme arrière-plan statistique. Ici, il devient un centre de gravité. Cela n'abolit pas la distance transhumaine. Cela la rend douloureuse. Les salamanders savent que protéger implique de voir de près ce qui est perdu. Cette proximité façonne une tristesse propre, perceptible dans les descriptions de reconstruction, dans les noms conservés, dans les listes de survivants. À l'intérieur de l'impérium, une telle précision ressemble parfois à une anomalie, comme si l'oubli était la condition normale de la guerre. Les salamanders refusent cet oubli autant qu'ils le peuvent, et ce refus a un coût. Il augmente le poids de chaque échec. La surveillance inquisitoriale, les fractures de la cicatrix maledictum, la raréfaction génétique, les crises récurrentes de Nocturne. Tout cela a resserré leur identité plutôt que de l'effacer. Ils ont appris à vivre avec la suspicion sans devenir secrets au point de se détacher, à vivre avec la pénurie sans céder à la simplification, à vivre avec la nuit sans transformer leur feu en incendie. Leur héritage n'est donc pas l'absence de cendres, mais l'art de conserver des braises utiles dans un monde qui se consume. Ce fragment final se ferme sur une certitude silencieuse. Dans le 41e millénaire, durer n'est pas une victoire, c'est une charge. Les salamanders portent cette charge avec la lenteur d'une forge qui travaille sans témoin, et avec la conviction que la protection, même imparfaite, demeure une manière de contredire l'entropie. Au-delà des pages, d'autres ruines attendent d'être consignées, car l'histoire impériale ne se termine pas. Elle se dépose couche après couche, jusqu'à ce que la mémoire elle-même devienne un matériau à sauver.